On arrive déjà à la toute fin de cet événement. Et pour le mot de la fin, j'inviterai Charles-Mathieu Brunel à nouveau et il va nous présenter un peu un concept et une invitation, je crois, à chacun d'entre vous pour participer à un projet super intéressant, les pépinières virtuelles de projet. Et il sera accompagné aussi dans son mot de fermeture par Mélanie Joly et Jonathan Wilkinson également. Alors, Charles-Mathieu, à toi la parole. Merci Julie, rebonjour tout le monde. Je crois qu'on peut saluer d'avoir pris le temps de réfléchir ensemble ce matin. Alors, je veux d'abord commencer par remercier nos merveilleux panélistes, Anne-Sophie Gousse-Lessard, Wandana Shiva, Mathieu Ricard, Stanley Assa. Merci. Merci également à Valérie Plante, Barbara Hendry, Elizabeth Marou-Mamrema, puis Richard Morgan. Puis, à la lumière de nos échanges ce matin, je crois que le terreau est fertile, si vous voulez bien, pour démarrer quelques projets ensemble. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre part à une nouvelle initiative qui s'inscrit dans la vision du plan stratégique 2050, vivre en harmonie avec la nature du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU, visant à valoriser la diversité biologique. Alors, je vous présente les pépinières virtuelles. Les pépinières virtuelles se veulent des espaces où il sera possible de partager des projets en lien avec la biodiversité, de sorte à les enrichir, les propulser plus loin et plus rapidement à l'intérieur de cohortes de 6 à 11 personnes. Les 2 premières pépinières débuteront dès le mois d'août et on verra la quantité qui nous est demandée. On assurera d'en partir plusieurs après ces dates-là. Chacune des pépinières réunira ses participants à 3 reprises au mois d'août afin de miser sur les intelligences, les savoirs, la créativité. Et là, vous voyez à l'écran les thématiques qui font partie de ces pépinières-là. Espace pour la vie et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, nous animerons les pépinières virtuelles. Donc, de plus, les projets des pépinières seront mis en valeur lors des événements suivants. Donc, on va avoir une lisibilité, une visibilité. Ils partiront peut-être pas tous à la même vitesse, ils atteindront pas peut-être tous le même niveau, mais à tout le moins, on veut présenter l'évolution au sommet de la biodiversité à New York au mois de septembre, Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice au mois d'octobre, le IUCN World Conservation Congress 2021 à Marseille, United Nations Environment Assembly de Nairobi, COP 15 évidemment, et puis la journée de l'environnement de 5 juin. Donc, on suivra et on aura l'occasion de présenter ces projets-là à ces différents rendez-vous. Les pépinières seront lancées officiellement vendredi prochain, mais nous vous offrons en primeur le lien pour vous inscrire dès maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai bien entendu et je suis tout d'accord avec vous que l'on veut poursuivre. Il y a une initiative qui est là, un réseau qui désire parler, échanger encore. Alors, dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Et afin de vraiment nous mettre en route, si vous voulez, quelques idées ont émergé pour ces pépinières, puis je vous les résume. Alors, il y a une encyclopédie thématique, un projet qui encouragera les gens à documenter la biodiversité qui les entoure. Bref, à documenter leurs espaces pour la vie, dans leur cour arrière, leurs parcs, leurs espaces verts, qui permettra de documenter la biodiversité à des fins de recherche et d'éducation. Et puis, nous avons identifié une cible de 100 000 observations à faire en 2020. Alors, pour chaque observation soumise, un montant de 1 sou sera versé par des donateurs dans un fonds dédié aux bienfaits de la nature sur la santé des citoyens. Et ce fonds-là sera affecté, si vous voulez, à la Fondation Espace pour la vie. Donc, c'est un projet qui est initié par Maxime Larrivé, qui est directeur de l'Insectarium. Vous avez aussi l'Oasis de ciel étoilé, un projet de lutte contre la pollution lumineuse et de reconnexion à notre patrimoine céleste. Alors, ce projet de science citoyenne permettra de reprendre possession de notre ciel étoilé, sa biodiversité, afin de la protéger, l'étudier et s'émerveiller. C'est un projet initié par Olivier Hernandez, directeur du planétarium Rio Tinto Alcan. Puis, vous avez le jardin de phytoremédiation, un projet pour réhabiliter et décontaminer des sites abandonnés en utilisant des végétaux capables d'absorber ou encore de dégrader des polluants du sol.
Les jardins de phytoremédiation pourront devenir des espaces de la production de bioproduits ou pour soutenir une agriculture urbaine ciblée. Et ce projet est initié par Michel Labrec, responsable de la recherche et conservateur du Jardin botanique de Montréal. Et puis finalement, la Voie verte, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur, soit la création d'un chemin de cohabitation urbain à Montréal entre toutes les espèces où seront posés des gestes significatifs pour lutter contre les changements climatiques. Alors, on peut imaginer une traverse qui nous invitera à repenser nos façons de vivre, d'habiter les lieux, de créer, de travailler, de se rassembler, reconnecter l'humain à la nature en ville, en interpellant les artistes, les entrepreneurs, les scientifiques, les citoyennes et les citoyens. Et ça rejoint cette idée de Stephen Assa de ramener les villes en introduisant la nature, en lui donnant une brèche, permettre à la nature, mais on fait des micro-projets où tout le monde peut se construire autour de cette voie verte. Alors, ce n'est qu'un éventail préliminaire. Je vous encourage à vous inscrire dans ces pépinières-là et puis d'en proposer d'autres, évidemment. Alors, puisque nous parlons de projets, j'aimerais inviter maintenant Mme Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique et des langues officielles, à se joindre à moi afin de poursuivre le dialogue. Bonjour, cher Mathieu. Madame Joly, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Merci. Bien, bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir. Alors, on va sauter directement dans la question. Qu'est-ce qui, puis j'espère qu'on peut se tutoyer, hein, mais... Oui, on se connaît assez. On se connaît assez, effectivement. Qu'est-ce qui t'interpelle en matière d'environnement et de biodiversité? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Bien, c'est sûr que de façon générale, il va de soi que la lutte au changement climatique et toute la question de la biodiversité, c'est au cœur de le plus grand changement, la plus grande lutte que nos générations doivent mener présentement. Mais je te dirais que laisse-moi mettre mon chapeau de ministre du Développement économique. Je pense qu'on ne peut pas parler de lutte contre les changements climatiques sans le contexte actuel de la pandémie et de la crise économique. Et autant c'est une belle opportunité pour nous de faire en sorte que la question du développement économique soit en lien avec les réalités environnementales, mais en même temps, il faut être conscient qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi et qu'on doit être capable de trouver des opportunités pour ces personnes-là et qu'on doit être capable de parfois amener ces personnes-là qui n'étaient peut-être pas dans des domaines liés à l'environnement, liés aux infrastructures vertes, etc., à pouvoir avoir un emploi dans ce secteur-là. Donc, je pense que c'est extrêmement important de l'aborder. Puis aussi, si on voit comment la crise, elle frappe, la crise frappe nos centres-villes en particulier. Ça me fera plaisir de parler de la question avec toi de ton projet comment je peux dire, des lignes vertes. Je sais que tu es très passionné de cette question-là. Elle frappe aussi les régions, mais de façon différente. Souvent, les régions vivent d'industries qui sont cycliques. Il y a des régions au pays qui vivent beaucoup de la foresterie, des mines, d'autres régions qui vivent du secteur pétrolier. Et donc, on doit être conscient qu'il y a au-delà des secteurs, des données économiques, des chiffres, c'est des réalités humaines. Ce sont des personnes qui avaient un emploi, ont une famille et là font face à énormément d'anxiété économique. Donc, comment on amène ces gens-là à ne pas tomber dans une détresse et une spirale de pauvreté, mais plutôt les amener avec nous et leur offrir des opportunités. Puis là, il y a différents secteurs qui sont intéressants à ce niveau-là. Oui, les infrastructures vertes, oui, le fait de rendre certains secteurs manufacturiers plus verts. Mais je pense aussi qu'il y a le secteur touristique, qui est un secteur qui est très affecté par la crise présentement, mais qui est un secteur qui, avant la crise, était le secteur qui avait le plus de croissance économique au pays, plus de croissance économique dans le monde, et qui était un secteur qui contrait un peu l'aspect cyclique des industries présentes dans nos régions et qui amenait beaucoup d'opportunités.
Donc là, on ne peut pas voyager nécessairement à travers le monde, mais on peut voyager certainement dans nos régions au Québec et éventuellement, on l'espère, à travers le pays. Comment on peut valoriser l'écotourisme, comment on peut offrir des emplois à des gens qui en ont perdu. Ça, c'est ce qui m'anime présentement. Alors, si je comprends bien, dans l'esprit dans lequel on était aujourd'hui, ce que tu proposes d'une certaine manière, c'est une transition qui est une transition vers une exploitation peut-être un peu plus classique, vers une exploitation en privilégiant un secteur, en se servant d'un secteur comme un moteur, un catalyseur pour faire cette transition et puis la faire ensemble, quoi. Oui, et puis je pense que on peut pas, on doit amener les gens avec nous, elle doit être humaine. Je pense que très certainement, notre gouvernement, au cours des années, on est arrivé avec une vision d'une société plus juste. Mais là, présentement, dans un contexte où le gouvernement n'a jamais été aussi présent dans la vie des gens, qu'on a 5 millions de personnes à peu près au pays qui soit ont eu des réductions d'heures ou des pertes d'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la subvention salariale. Donc, essentiellement, nous, on est là pour vraiment aider de façon proactive nos entreprises et offrir un filet social. Comment on est capable, en sortie de crise, et alors que le virus est encore présent dans nos communautés puis on n'a pas encore de vaccin, comment on est capable d'offrir des emplois et faire cette transition-là de façon humaine et économiquement viable. C'est un immense défi, cher Mathieu. Et c'est pour ça qu'il faut s'y attarder. Puis, dernier point que j'aimerais échanger avec toi, c'est quoi le pouvoir des services publics pour relancer l'économie en faveur de la biodiversité, selon toi? Bien, ils sont grands. C'est sûr qu'on l'a fait beaucoup en soutenant des projets d'infrastructure, de transport en commun, en faisant en sorte aussi d'augmenter des obligations au niveau environnemental. Même maintenant, pour les grandes entreprises qui viennent nous voir, qui ont besoin de liquidité, on met en place des critères au niveau économique, donc c'est au niveau, environnemental. Donc, ce ne sont pas que des critères économiques. C'est rare que les institutions financières vont faire ça. C'est que les gouvernements qui peuvent faire ça. Donc, je pense que c'est une bonne façon de jouer un rôle de leadership économique et environnemental au même moment. Et on doit intégrer les questions environnementales à toutes les décisions économiques que l'on prend. Donc, je pense qu'ils sont élevés, mais en même temps, on doit être capable de travailler avec les gens qui nous écoutent, avec les gens qui sont affectés aussi par la crise, qui ont perdu leur emploi dans différentes régions du pays et aussi à Montréal pour justement trouver des solutions. C'est pour ça que ton initiative de pépinière, je la trouve intéressante. S'il y en avait une qui était capable de parler au niveau aussi un peu comme cette transition énergétique-là économique, ça serait intéressant aussi parce que on a besoin des meilleures idées et c'est le plus grand problème auquel on fait face. Et puis la suggestion est ouverte. J'encouragerais les gens qui nous écoutent de vraiment essayer de mettre en place une pépinière et tu as ouvert une brèche que je trouve qui est importante, c'est la brèche, je ne parlerai pas de la réconciliation, mais à tout le moins la rencontre entre les préoccupations rurales et les préoccupations des villes. Alors peut-être que à travers le Canada, on pourrait aussi imaginer des pépinières qui arrivent à réconcilier ces deux réalités-là et travailler ensemble là-dessus. Oui, alors, oui, c'est ça. Mon travail en développement économique et en développement économique régional m'a démontré que très souvent, la question de l'environnement est un petit peu plus prise pour acquis lorsqu'on est en région parce qu'on est entouré de cette réalité-là. Et puis, ce qu'on recherche, c'est du développement économique. Ce qu'on veut, c'est des opportunités parce que les gens quittent la région, ça nous préoccupe. Et il y a aussi un grand mouvement vers les villes. Puis, en ville, où on est présentement, bien, nous, ce qu'on veut, c'est une meilleure qualité de vie puis avoir accès à un environnement plus sain. Et donc, la question environnementale, elle est plus importante. Et donc, on est préoccupé quand on voit en région des grands projets de développement économique et de développement de ressources naturelles. Donc, ce clivage-là existait avant la pandémie, mais mon objectif, c'est qu'il ne s'exacerbe pas et qu'au moment où il y a des gens qui sont affectés parce que personnellement, ils ont perdu leur emploi, donc ils font face à d'immenses anxiétés économiques,
qu'on puisse les amener avec nous et qu'on puisse faire en sorte qu'eux aussi voient que cette transition énergétique-là, elle est là pour eux et non en dépit d'eux. Donc, voilà. Merci, Mélanie. Je veux juste t'assurer qu'on ne t'oubliera pas. On n'oubliera pas non plus le gouvernement. Ces pépinières vont, comme tu vas pouvoir le constater, vont avoir pas mal de visibilité et on va s'assurer que vous ne nous oubliez pas comme on ne vous oubliera pas non plus. Je suis convaincue qu'on ne s'oubliera pas, Charles-Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Salutations avec Jonathan Wilkinson, que je ne vois pas présentement, mais je sais qu'il est là. Et il a un très bon français aussi, Charles-Mathieu. Il ne faut jamais sous-estimer le bilinguisme de Jonathan. Merci. Merci. Alors, je remercie l'équipe du secrétariat, Elizabeth, your team, and David Answorth, incredible work, l'équipe d'Espace pour la vie, et Julie Bourbonnais pour l'animation et toute ton équipe de cet événement-là. C'est vraiment, je suis très touché et très heureux de voir qu'on va travailler ensemble. Je crois que c'est vraiment important.